bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. On a pas mal de pain sur la planche aujourd'hui, avec une analyse qui s'annonce vraiment riche. Ouais, une belle pile de documents éclectiques sur la table. Exactement. On a des archives télévisuelles de l'INA, un dossier de presse de film hyper détaillé, une page Wikipédia qui vient juste d'être mise à jour et un article d'actualité tout frais d'hier, donc du 22 février 2026. Et tout ça pour parler d'une seule et même personne, en fait. C'est ça. On va se pencher sur l'évolution professionnelle et personnelle de l'actrice française Mathilde Seigneur. Notre mission, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment de décortiquer ce parcours. Tout à fait. C'est de comprendre comment une actrice super bien établie, qui est super connue pour son franc-parler légendaire, décide soudainement de tout redéfinir, en fait, de se mettre complètement en danger artistiquement. Et le paradoxe est fou. D'un côté, on a une artiste qui se compare elle-même à un plat du jour, un prévisible au restaurant, genre un jour cassoulet, un jour choucroute. Ouais, c'est une image assez géniale. Et de l'autre, elle finit par concevoir un spectacle d'une intimité radicale, en pyjama, pour échapper au filtre des médias. Le grand écart est fascinant. C'est une matière exceptionnelle pour notre analyse d'aujourd'hui. Ce n'est pas juste de la biographie linéaire qu'on va faire. On est vraiment face à une étude de cas sur la prise de contrôle de sa propre narration. L'appropriation de son image. Exactement. L'enjeu en filigrane de tous ces documents, c'est ça. Et c'est aussi une leçon sur la façon de surmonter la peur du vieillissement, la terreur de l'obsolescence dans une industrie du cinéma qui est souvent d'une cruauté redoutable envers les femmes. Totalement. Ce cheminement vers la vulnérabilité, ça dépasse largement le cinéma. Ça résonne avec notre époque saturée d'images lissées. Et du coup, pour commencer, les archives de l'INA nous offrent un point de départ saisissant sur ce fameux franc-parler. Ce franc-parler qui a longtemps été une armure, en fait. Voilà, dans cet extrait vidéo, sur un plateau télé, sa candeur sur sa vie privée laisse carrément l'intervieweur pantois. Il filtre rien du tout. Elle confirme même très ouvertement sa rupture avec le compositeur Adrien Blaise. Ouais. Mais le sommet de la séquence, c'est quand l'animateur essaye de la piéger avec une rumeur de Paris Match, une rumeur sur une prétendue idylle avec un metteur en scène. La réaction est immédiate, féroce même. Elle balaye le truc avec un aplomb incroyable. Elle dit en gros qu'elle est quand même la mieux placée pour savoir avec qui elle dort, et que ça tiendrait du miracle que la presse People connaisse ses relations intimes avant elle-même. Et dans la foulée, elle fait cette observation assez étonnante. Elle confesse faire peur aux hommes, tout en ajoutant avec une vraie incompréhension qu'elle se trouve pourtant assez sympa. C'est marrant cette dissonance. Cette confession sur le fait de faire peur, ce n'est pas qu'une boutade, c'est vraiment une clé de lecture pour son personnage médiatique. Elle met le doigt sur un phénomène sociologique précis. Face à sa personnalité débordante, les hommes se demandent quelle est leur place. Une question d'espace vital dans la relation ? C'est exactement ça. Et ça nous ramène directement à sa métaphore du plat du jour. En disant ça, elle revendique le droit à l'imprévisibilité. Elle refuse d'être figée dans une humeur. Souvent, l'imprévisibilité, c'est vu comme un défaut, un signe d'instabilité au travail ou en couple. Ouais, mais elle en fait une force de frappe. Ça montre quelqu'un qui refuse de se simplifier juste pour rassurer l'autre. Être un plat du jour, c'est obliger son public et son entourage à l'accepter dans toute sa complexité. Ce qui est d'autant plus frappant dans cette même archive de l'INA, c'est que cette cuirasse de femme forte se fissure d'un coup. Au moment où on parle de son ex-compagnon. Voilà. L'humoriste Laurent Gérard, là, l'armure tombe complètement. Elle admet avec une sincérité rare que la cicatrice est là. Elle dit carrément qu'il aura toujours un avant et un après Laurent. C'est un moment de télé très fort. En quelques minutes, on a la femme indépendante qui ridiculise la presse scandale et la femme blessée qui ne cache pas sa douleur. Et cette cohabitation entre force publique et fragilité intime, c'est ce qui va modeler la suite. Et on le voit de manière éclatante dans le dossier presse du film Ni une ni deux de la réalisatrice Anne Jaffery. Ah oui, ce projet est un véritable point de bascule, un électrochoc. L'inspiration même de la réalisatrice est dingue. Ça part d'un documentaire sur deux sœurs jumelles d'origine asiatique séparées à la naissance. Et l'une grandit dans les beaux quartiers parisiens du 16e arrondissement et l'autre à Perpignan. Tous les séparent. Le milieu social, la culture, l'accent. Mais elles ont le même visage. Et elles se retrouvent grâce à l'algorithme de Facebook. Ça a donné à Jaffery l'idée d'une comédie grinçante sur le fossé entre la réussite sociale et l'accomplissement personnel. Et pour Mathilde Seigneur, l'implication dans ce projet prend une dimension complètement vertigineuse. Parce qu'elle doit jouer les deux sœurs, Julie, l'actrice névrosée, capricieuse, obsédée par son image, et de l'autre côté, Laurette, la coiffeuse du Sud, pétillante et super bien dans ses baskets. Et le dossier de presse nous révèle l'envers du décor. Et c'est là que ça devient fascinant techniquement. C'est un tournage cauchemardesque. C'est clair.
Des journées entières sur fond vert, la solitude absolue de jouer dans un environnement vide. Le matin, elle joue Laurette face à une doublure. L'après-midi, on inverse le dispositif, elle devient Julie. Et la prouesse psychologique, c'est qu'elle a une oreillette qui lui diffuse ses propres répliques enregistrées le matin même. Pour avoir le bon tempo. Alors qu'un acteur s'appuie normalement sur les micro-expressions de son partenaire, là, elle joue face aux fantômes de sa propre performance. Ajoutez à ça les séances de maquillage interminables, les perruques, les changements de couleur de peau, les prothèses qui font sauter les pauses déjeuner. C'est étouffant. Et c'est là que s'opère la métamorphose. Les interviews de promo montrent qu'elle a changé de paradigme sur elle-même. Elle avoue s'être toujours considérée comme une actrice flemmarde. Ce sont ses propres mots. Elle dit qu'elle s'appuyait sur ses facilités, sans se faire violence. Mais face à cette exigence presque schizophrénique du double rôle, elle découvre qu'elle peut être un bon petit soldat, une guerrière de l'interprétation. Et ce dépassement intime résonne avec le message du film sur l'industrie du cinéma. À travers le personnage de Julie, la star angoissée, c'est tout le système qui est critiqué. Oui, le dossier de presse est sans ambiguïté. Giaferi dénonce l'asymétrie impitoyable du vieillissement. Ce n'est pas vu comme naturel pour les actrices, c'est presque une pathologie professionnelle. Le fameux double standard. Les acteurs masculins mûrissent, gagnent en profondeur. Et les femmes expirent comme des denrées périssables. Les rôles se raréfient, ça pousse vers la chirurgie esthétique pour geler le temps. Jouer cette angoisse à travers la fiction a été une thérapie à ciel ouvert pour Mathilde Seigner. Incarner la terreur de vieillir et en même temps la paisible acceptation de Laurette, ça a purgé ses angoisses. Sa conclusion dans le dossier de presse, c'est, je cite, « Je n'ai plus peur de rien ». Je n'ai plus peur de rien. C'est vraiment la phrase charnière de notre analyse aujourd'hui. Et si on regarde la page Wikipédia mise à jour, et cet article d'actualité du 22 février 2026, on voit comment cette absence de peur se traduit en actes. C'est une prise de pouvoir totale. Concrètement, ça donne quoi ? Ça donne un nouveau projet télévisé. Le 4 mars 2026, France 2 diffuse « Au cœur de nos terres ». C'est l'histoire de Laure, une commerciale en matériel agricole, qui retourne à la ferme familiale après un grave incident. C'est très ancré dans la ruralité. Loin des intrigues parisiennes habituelles. Et le contexte de production est super révélateur. Wikipédia raconte une anecdote du maire de Sermérieux, un petit village en Isère. J'adore ce détail. C'est l'actrice elle-même qui a imposé ce village lors des repérages parce qu'elle le trouvait, je cite, « bien propre et carré ». C'est très drôle, mais psychologiquement, c'est super intéressant. Un tournage, c'est chaotique, épuisant. Exiger un environnement propre et carré, c'est une manière de compenser le bouillonnement interne. De se créer une bulle de sécurité rigoureuse pour travailler, loin de la frénésie urbaine. Et l'article de presse nous apprend le point le plus important. Ce n'est pas un scénario qu'on lui a envoyé. L'idée originale vient d'elle et de son compagnon, Mathieu Petit. C'est un changement de statut colossal. Elle n'attend plus, elle génère. Exactement. Elle veut même décliner ça en collection télé avec ce qu'elle appelle sa famille d'actrices. Et c'est la suite logique de la transformation initiée sur le fond vert. Devenue guerrière, elle devient architecte. Cette famille d'actrices, c'est une réponse structurelle à l'invisibilisation des femmes dont on parlait. Elle crée son propre écosystème. Un terrain de jeu où ses consoeurs et elle peuvent jouer des rôles de premier plan sans subir les dictats d'un système qui veut les mettre sur la touche. C'est la reprise en main absolue des moyens de production. Et cette volonté trouve son apogée dans l'événement médiatique d'hier, le dimanche 22 février 2026. L'article retrace son passage sur le canapé rouge de Michel Drucker. L'institution par excellence. L'espace promo lisse et maîtrisé par définition. Et là, elle prend tout le monde de court. Elle annonce son tout premier one-woman show. Et ce qui marque, c'est son attitude. Pas de posture de star arrogante. Elle dévoile une appréhension totale. Elle lâche simplement « c'est dur, j'espère que j'y arriverai, c'est pour ça que je ne veux pas trop en parler ». Exposer ses doutes en direct chez Drucker, ça montre une démarche d'authenticité radicale. Le concept du spectacle confirme ça. Ce n'est pas du grand musical. Elle définit ça comme une masterclass déguisée, sans journaliste, un dialogue direct avec le public. Et le choix esthétique est génial. Elle veut être sur scène dans le décor de son propre salon, en pyjama. Le niveau zéro de l'artifice, à milieu du Festival de Cannes. Et le titre de travail recèle une dimension psychanalytique folle. « Lâchez-moi », en 2 mots, qui se lit évidemment comme l'injonction « lâchez-moi ». Et le plus fou, c'est que l'idée de ce jeu de mots viendrait de Laurent Gérard, des années avant. C'est magistral. Se réapproprier une fulgurance de l'homme qui a marqué un avant et un après dans sa vie pour nommer le projet de son émancipation totale. La boucle est bouclée. Le titre est vraiment puissant.
Le lâchez-moi est un coup de semonce à la presse scandale et à l'industrie. Et le lâchez-moi est une invitation chaleureuse au public pour voir la personne derrière le personnage. Et ce spectacle sera l'occasion d'exploiter un de ses talents cachés. Oui, ces imitations. On en voit la trace partout dans nos sources. Lina parlait de son imitation de Linda Souza. Dans le film de Jaffery, elle pastiche Sylvie Vartan au balcon. Et là, elle veut s'attaquer aux icônes du cinéma français. Isabelle Adjani, Sophie Marceau. C'est un retour salvateur à la légèreté. Du coup, quand on observe ce parcours, on voit un phénomène paradoxal. Avouer publiquement que ce spectacle est vertigineux, qu'elle n'a peut-être pas les épaules, c'est en fait le sommet de son émancipation. C'est exactement ça. Elle choisit volontairement la configuration qui expose à la plus grande vulnérabilité. Seule sur scène. Sans personnage de fiction pour la protéger. Sans le montage cinéma pour couper les erreurs. En pyjama. Et c'est la réponse la plus aboutie pour contrôler sa narration. En se livrant sans filtre, elle rend les discours extérieurs complètement inopérants. Les rumeurs de Paris Match n'ont plus d'emprise si l'artiste offre une transparence bien supérieure à ce que la presse essaie de voler. S'en rassemble tous ces fils, la mue est spectaculaire. On est passé d'une interprète talentueuse, mais qui se reposait sur ses acquis, cachée derrière un franc-parler défensif, à une véritable acharnée de travail. Elle a transformé ses pires angoisses, le vieillissement, l'effacement par le système. Elle en a fait le carburant de ses créations avec sa famille d'actrices. Pour finalement sauter dans le vide d'un spectacle d'une nudité symbolique incroyable. L'achèvement de cette trajectoire soulève une réflexion qui dépasse vraiment le monde du spectacle. Totalement. Ça nous amène à une question philosophique majeure pour ceux qui nous écoutent. Si une figure publique avec un tel succès décide que la seule façon de livrer sa vérité, c'est d'enlever tous les apparats pour se mettre en pyjama devant des inconnus et avouer ses peurs, qu'est-ce que ça dit sur notre société, Sam ? C'est la grande question. Si l'hyper-vulnérabilité devient le passeport obligatoire pour prouver qu'on est authentique, est-ce qu'on ne risque pas de transformer nos vies, nos réseaux sociaux en concours de fragilité ? Est-ce qu'on sera tous obligés à terme de mettre en scène nos propres failles avec ce même degré d'exposition, juste pour espérer être entendus et crus par les autres ? C'est une perspective sociétale qui nous pousse vraiment à remettre en question la manière dont on consomme la vérité aujourd'hui et à interroger nos propres mises en scène du quotidien. C'est un sujet de réflexion inépuisable. Ce sera notre mot de la fin pour cette analyse. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de nos sources et on se retrouve très vite pour une nouvelle exploration des documents qui racontent notre époque. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette histoire, ce témoignage ou cette réflexion t'a marqué, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ton soutien fait toute la différence et permet à ce podcast de continuer à vivre. Tu peux retrouver tous les épisodes sur Chroniques du Monde et nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn pour ne rien manquer. Et si le cœur t'en dit, laisse une note ou un commentaire. Ça nous aide énormément. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et reste à l'écoute.